Bonjour. Alors, on sait que c'est une période un peu intense pour beaucoup de lycéens qui préparent l'épreuve de philosophie, Ah oui, tout à fait. Le fameux bac de philo. voilà. Et puis, bon, il y a aussi toutes les personnes simplement curieuses, hein, de comprendre un peu les racines de notre pensée. Bien sûr. Du coup, aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait faire une petite plongée, dans quelques textes vraiment fondateurs de la philosophie antique. Excellente idée. On s'appuie sur un guide, hein, là, qui décortique un peu ces grandes œuvres. L'idée, c'est vraiment d'en tirer l'essentiel. Oui, Quelques idées fortes, quoi, qui peuvent encore nous éclairer aujourd'hui sur des questions, toujours actuelles. exactement. L'objectif, c'est de donner un aperçu rapide, mais significatif de ces textes qui ont vraiment façonné notre manière de voir la justice, le bonheur ou même la politique. Il met en scène Socrate face à des maîtres de rhétorique, des sophistes. Et la question qui tourne autour, c'est ça, c'est qu'est-ce que c'est que cet art de persuader? La rhétorique. Voilà. Est-ce que c'est juste une technique pour avoir le pouvoir, pour convaincre à tout prix, ou est-ce que ça a un lien avec le bien, avec la justice? Et Socrate, enfin, le Socrate de Platon, il est plutôt critique, si je me souviens bien. Ah oui, carrément. Pour lui, cette rhétorique-là, telle qu'elle est pratiquée, c'est une forme de flatterie. Ça vise à plaire à l'auditoire, mais sans se soucier de savoir si ce qu'on dit est vrai ou juste. D'accord. Il l'oppose très clairement à la philosophie, qui, elle, recherche le bien véritable de l'âme. En fait, Platon nous met en garde contre une parole qui peut être puissante, mais déconnectée de la vérité. Une parole qui peut même servir l'injustice, du coup. Précisément, c'est un danger qu'il pointe. Et on voit bien comment ça résonne encore aujourd'hui, hein, avec les débats sur la manipulation de l'information, tout ça. Et cette recherche de la justice, on la retrouve partout chez lui, non? Dans La République aussi? Absolument. La République, c'est son grand œuvre politique et métaphysique où il essaie de penser la cité idéale. Et cette cité juste, pour lui, elle est structurée comme une âme juste, harmonieuse. C'est fascinant. Mais alors, si on passe à son élève Aristote, il a beau avoir été formé par Platon, il prend quand même une autre direction, non? Mais c'est ça qui est intéressant. Aristote, on pourrait dire qu'il euh, il ramène un peu la philosophie sur Terre. Comment ça? Ben, dans l'éthique à Nicomaque, par exemple, il se pose la question du souverain bien pour l'homme. C'est quoi le but ultime? Pour lui, c'est le bonheur, le daimonia, Le bonheur, d'accord. Et comment on l'atteint selon lui? par la pratique de la vertu. Et c'est là qu'intervient cette fameuse idée du juste milieu. Ah oui, le juste milieu. Alors ça, il faut peut-être préciser. C'est pas du tout une invitation à être moyen en tout, j'imagine. Non, non, surtout pas. C'est une erreur fréquente. Le juste milieu aristotélicien, c'est au contraire le sommet. C'est l'excellence, l'arrêté, dans une situation donnée. C'est le point parfait entre deux extrêmes, qui sont des vices, un par défaut, un par excès. D'accord, comme le courage, entre la lâcheté et la témérité. Exactement, c'est l'exemple classique. Et pour trouver ce juste milieu, qui n'est pas le même pour tout le monde ni dans toutes les situations, il faut une qualité intellectuelle particulière, la prudence. La phronésis, La prudence, une sorte de sagesse pratique. c'est ça. Une intelligence de l'action ancrée dans les situations concrètes. C'est là une grosse différence avec Platon, qui avait tendance à regarder davantage vers le monde abstrait des idées. Aristote, lui, s'ancre dans le réel, dans le particulier. Donc une éthique plus incarnée, pourrait-on dire. Oui, beaucoup plus. Et j'imagine que cette approche concrète, on la retrouve aussi dans sa vision de la politique. Tout à fait. Dans son livre La politique, Aristote pose cette définition célèbre de l'humain comme zoon politikon. Un animal politique. Voilà. Ça ne veut pas juste dire qu'on vit en société. Ça veut dire que notre nature profonde, notre accomplissement, ne peut se réaliser pleinement qu'au sein de la cité, la police. La cité est essentielle donc, pas juste un cadre pratique pour vivre ensemble. Non, c'est bien plus. C'est le lieu nécessaire à l'exercice des vertus, à la délibération commune sur le juste et l'injuste, bref, à ce qu'il appelle la vie bonne. C'est le lieu de l'épanouissement moral. C'est très fort comme vision. Après ces deux géants, Platon et Aristote, il y a d'autres courants importants dans l'Antiquité, le stoïcisme par exemple. Ah oui, le stoïcisme, une école majeure avec une approche souvent très pratique. On pense à Épictète notamment, et son manuel. Le manuel de Pictète, oui. Qu'est-ce qui est au cœur de sa pensée, de son enseignement? Alors le pivot central chez Épictète, qui était, rappelons-le, un ancien esclave devenu philosophe, c'est une distinction fondamentale. Laquelle? Celle entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Ah oui, Ce qui dépend de nous, nos pensées, nos jugements, nos désirs, nos choix, exactement. nos réactions intérieures en gros. Et ce qui n'en dépend pas, notre corps, la maladie, la richesse ou la pauvreté, l'opinion des autres, les événements extérieurs. C'est ça. C'est tout à fait ça. Et la sagesse stoïcienne, selon Épictète, ça consiste à faire quoi? Eh bien,
à concentrer toute notre énergie, toute notre attention sur la seule chose qui est vraiment en notre pouvoir. Notre esprit, nos jugements, nos choix. Et le reste, c'est qui nous échappe. Le reste, il faut apprendre à l'accepter, l'accueillir avec sérénité, disons, comme faisant partie de l'ordre des choses, du destin, peu importe comment on l'appelle. Le but étant d'atteindre une forme de paix intérieure, c'est ça? Oui, ce qu'ils appelaient l'ataraxie, la tranquillité de l'âme, une sorte de liberté intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Épictète utilise une image très parlante. Ah oui, Il dit qu'il faut savoir saisir chaque événement, chaque chose, par la bonne anse, celle qui permet de la porter sans se faire mal, sans se laisser troubler. la bonne anse. J'aime beaucoup cette image. C'est simple et puissant. Pas forcément facile à mettre en pratique tous les jours, mais Ah, ça c'est sûr, hein. C'est un entraînement de toute une vie. bon. Alors, si on essaie de résumer un peu ce rapide survol, on a vu Platon qui nous pousse vers la justice, le bien à travers la philosophie, une démarche exigeante. Oui, Ensuite, Aristote, qui ancre plutôt le bonheur dans la vertu, dans l'action juste au cœur de la vie de la cité. c'est ça, avec l'importance de la prudence. Et enfin, Épictète et le stoïcisme qui nous oriente vers une forme de liberté intérieure en nous apprenant à distinguer ce qui dépend de nous et à maîtriser nos jugements. Voilà. Ce sont vraiment, comme on disait, des portes d'entrée vers des pensées extrêmement riches. Et il faut bien garder à l'esprit que pour tous ces anciens, la philo, c'était pas juste de la théorie abstraite, hein. Non, c'était plus que ça, hein. Oui, oui. C'était souvent présenté comme un véritable art de vivre, une manière de se comporter, de s'entraîner au quotidien pour mieux vivre, tout simplement. Un art de vivre. C'est une belle façon de voir les choses. Et ça nous amène peut-être à une question pour laisser matière à réflexion. Oui, bien sûr. Parmi ces différentes approches, ces différents arts de vivre, celui de Platon, d'Aristote, des stoïciens, est-ce qu'il y en a un, ou peut-être des aspects de chacun, qui semblent particulièrement pertinents ou utiles pour nous aujourd'hui face aux défis de notre époque? C'est une excellente question. Qu'est-ce qui résonne le plus fortement en nous, finalement, dans cet héritage antique pour naviguer notre propre existence? Ça mérite réflexion.